Merci beaucoup, cher docteur, de cette bonne introduction. Merci beaucoup de votre introduction et de votre accueil aujourd'hui au Parlement européen pour parler de ce sujet particulièrement délicat, il faut bien le reconnaître. Donc le CLJ a été amené à découvrir une réalité douloureuse et occultée. Une réalité dont on peine à parler, et je vous remercie de votre courage pour organiser aujourd'hui cette conférence. Il s'agit de l'infanticide néonatal qui se pratique y compris en Europe. Il s'agit du fait de tuer volontairement ou de laisser mourir des enfants nés vivants dans le cadre, y compris hospitalier. Face à cette pratique, nous avons fait des recherches et c'est une partie de ces recherches que nous allons vous présenter aujourd'hui. Le résultat de ces recherches a été publié en France dans la Revue générale de droit médical, vous en trouverez des exemplaires ici, ainsi qu'une traduction en anglais. Il nous semble important de présenter cette réalité aux institutions politiques, car la pratique en Europe de l'infanticide, en dehors et contre tout cadre légal, met en cause jusqu'à la racine même de nos principes juridiques et humanitaires. Le droit à la vie de tout être humain, même après la naissance, n'est plus totalement garanti dans les faits. C'est donc une réalité occultée. On préfère détourner le regard et laisser les médecins décider seuls de la vie et de la mort d'êtres humains en toute illégalité. Pourtant, cette réalité cause beaucoup de souffrances qui pourraient être limitées, voire éliminées. Souffrance des nouveau-nés d'abord, mais souffrance également des familles et aussi souffrance du personnel médical. Beaucoup pourrait être fait pour améliorer la prise en charge de ces situations. Nous espérons que cette conférence provoquera une prise de conscience et contribuera à une prise en charge plus humaine de ces situations. Nous remercions le groupe de travail de bioéthique du PPE, du Parlement européen, vous-même, Dr Nicolas Chic, et aussi le European Idea Network de nous avoir invités à parler de cette douloureuse réalité. Plus on avance dans la grossesse, plus la probabilité d'une naissance vivante augmente et la durée de vie aussi. Ainsi, à 20 semaines, un enfant peut vivre plusieurs heures, parfois plus d'une journée, sans aucune assistance. Cette possibilité est parfaitement connue, elle est même recensée dans la classification de l'OMS et elle est pudiquement appelée interruption de grossesse affectant le fœtus et le nouveau-né. Lorsqu'il est mis fin à une grossesse à partir de 16 semaines, la méthode employée est généralement de provoquer la naissance. La plupart du temps, le cœur du bébé s'arrête pendant les contractions et il naît mort. Il arrive cependant que certains enfants survivent au travail et leur nombre augmente avec l'âge gestationnel. À partir de 22 ou 24 semaines, il est fréquent que l'enfant naisse vivant et donc, le plus souvent, on pratique un féticide, c'est-à-dire une injection, soit dans le cordon, soit directement dans le cœur du bébé pour arrêter le cœur, injection précédée ou non d'une anesthésie. C'est un acte qui est techniquement difficile à réaliser et qui peut par conséquent avoir un taux d'échec élevé. Une étude indique ainsi un taux de réussite de 87%, ce qui implique un taux d'échec de 13%, donc des enfants qui naissent vivants. Il arrive même que l'injection létale soit pratiquée pendant l'expulsion, c'est-à-dire que l'enfant est déjà partiellement né, ce qui est bien sûr illégal. Théoriquement, selon les définitions médicales, l'avortement ne concerne que des fœtus qui n'ont pas encore atteint le seuil de viabilité, donc en début de grossesse. Pourtant, il y a un certain nombre de cas, et où c'est même légalement autorisé, de mettre fin à une grossesse déjà avancée. Et entre les progrès de la médecine qui permettent de sauver des enfants de plus en plus tôt, et la législation de nombreux États qui autorisent l'avortement tardif sous condition, à des termes, même parfois jusqu'à la naissance, eh bien, des enfants sont avortés à un terme ou
d'autres enfants nés prématurés naturellement sont sauvés. Vous avez là quelques photos d'enfants nés grands prématurés et qu'on voit après, ayant grandi en bonne santé. Voilà. Donc à 23 semaines, il est né à 23 semaines. Voilà. Le seuil de viabilité défini par l'OMS est de 22 semaines, ou 500 grammes. Or, l'avortement est libre jusqu'à 18 semaines en Suède, jusqu'à 24 semaines au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Beaucoup de pays, dont la France et le Royaume-Uni, ne fixent pas de limite en cas de danger pour la vie ou la santé de la mère, ou en cas de malformation du fœtus. Mais la difficulté réside dans l'interprétation des conditions. Ainsi, selon les lieux et les personnes décisionnaires, la santé de la mère peut inclure sa santé mentale, qui pourrait être affectée, par exemple, si l'enfant était handicapé ou en cas de difficulté sociale. Et la gravité de la malformation est aussi assez relative. Des maladies incurables, mais qui n'empêchent pas de vivre, entraînent très souvent des avortements. Par exemple, la trisomie 21, en France, plus de 90%, et probablement plus de 95% en réalité, des fœtus trisomiques détectés sont avortés. Il y a aussi des malformations qu'on pourrait traiter ou opérer. Par exemple, en 2012 au Royaume-Uni, les statistiques indiquent 4 avortements pour bec de lièvre, 191 pour des maladies cardiovasculaires, alors que la chirurgie cardiaque néonatale fait des miracles, 149 pour spina bifida, 544 pour trisomie 21. Et la proportion et le nombre d'avortements tardifs, voire très tardifs, augmentent dans de nombreux pays, et même dans les pays où le nombre total d'avortements diminue, comme l'Allemagne ou l'Italie. Certains ont une quantité d'avortements tardifs particulièrement élevée. Les Pays-Bas, par exemple, 19% des avortements ont lieu au deuxième trimestre. Au Royaume-Uni, toujours en 2012, il y a eu 2860 avortements à 20 semaines ou plus, dont 66 après la 28e semaine. 28 qui était le seuil de viabilité défini par l'OMS jusqu'en 1975, c'est-à-dire l'âge auquel un enfant qui naît peut vivre sans soins médicaux particuliers. En France, en 2010, on a dénombré un peu plus de 3000 avortements au-delà de 15 semaines, sans détail sur le terme, et seulement un tiers rentrait dans les conditions légales de l'interruption médicale de grossesse. Les années suivantes, on a effacé les 2 tiers qui ne rentraient pas dans le cadre légal. Ils disparaissent des statistiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ils ont disparu des statistiques. Pourtant, des témoignages convergents font état d'avortements au-delà du terme légal de 14 semaines, sans raison médicale, et notamment sur des jeunes filles mineures, ce qui est illégal et pénalement sanctionné. En Suède, au-delà de 18 semaines, il est possible d'avorter avec une permission spéciale, en principe sur des conditions strictes. En pratique, sur 578 demandes en 2014, 548 ont été accordées, toutes celles concernant la santé physique de la mère, seulement 3, sa santé mentale, il y en avait 13, toutes celles liées à une malformation ou une anomalie chromosomique, et 86% de celles qui étaient fondées sur des problèmes sociaux. Donc voilà, les conditions sont interprétées d'une façon extrêmement large. Donc il y a eu 196 autorisations accordées pour des problèmes sociaux. De même, au Danemark, parmi les avortements réalisés au deuxième trimestre, 34% avaient une cause sociale. Or, l'augmentation du nombre d'avortements tardifs entraîne mécaniquement une augmentation du nombre d'enfants nés vivants lors d'avortements tardifs. Alors, il est très difficile d'obtenir des informations sur ce sujet. Les informations que nous avons recueillies sont fragmentaires, mais elles sont suffisantes pour montrer que les naissances involontairement vivantes se produisent dans tous les pays autorisant l'avortement tardif, que ce soit sur demande ou pour raison médicale. Une étude publiée en 2007 a montré qu'au-delà de 16 semaines, un enfant sur 30 naissait vivant, et à 23 semaines, il y en avait 9,7%, c'est-à-dire presque un enfant sur 10 qui naissait vivant.
Une sage-femme suédoise nous a même dit que selon son expérience, à partir de 16 semaines, il y aurait presque un quart des enfants qui naissent vivants, même s'ils vivent très peu de temps après. Parmi les rares pays ayant donné des statistiques officielles, il y a eu le Canada, où 622 enfants sont nés vivants entre 2000 et 2011. Au Royaume-Uni, il y a eu des statistiques publiées en 2007 sur l'année 2005 qui ont montré que 66 décès néonatals faisaient suite à un avortement légal. 66 enfants étaient nés vivants. 16 étaient nés à 22 semaines et plus, les autres avant. Et ils ont vécu jusqu'à 615 minutes, c'est-à-dire c'était un enfant de moins de 22 semaines qui a vécu 615 minutes, c'est-à-dire plus de 10 heures sans assistance médicale. Alors, en raison du scandale causé par ces révélations, les données concernant les enfants nés vivants lors d'avortement ont été supprimées des statistiques. Donc, nous n'avons pas d'informations plus récentes. Mais nous savons qu'il y en a dans d'autres pays. Des cas ont été signalés en Norvège. Il y en a eu 12 entre 2010 et 2011 en Norvège. Et les cœurs de certains de ces enfants ont continué à battre pendant 45 à 90 minutes. En Italie, en 2010, un bébé a été avorté à cause d'un bec de lièvre à 22 semaines. On l'a retrouvé vivant 20 heures après la naissance et il a encore vécu un jour. Et il y avait eu en 2007 une petite fille qui avait vécu 3 jours, également avortée à 22 semaines. Au Danemark, on n'a pas de statistiques générales mais des études menées sur certains hôpitaux qui montrent que 16% des avortements au-delà de la 12e semaine conduisent à des naissances vivantes. Des enfants qui présentent des signes de vie. En France, on n'a pas d'informations. Les enfants qui sont nés avant 22 semaines ou plus tard dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse n'ont pas d'acte de naissance, mais seulement un acte d'enfant né sans vie, un certificat d'enfant né sans vie. Même s'ils sont nés vivants, le Code civil précise que l'acte d'enfant né sans vie ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non. Voilà. Donc même dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse qui peut avoir lieu à 8 mois et demi, quand l'enfant est viable, eh bien, s'il naît vivant, il sera déclaré mort-né. Alors la question qui surgit à partir de là est de savoir que fait-on de ces enfants qui naissent vivants. La naissance vivante est évidemment contraire au but recherché par l'avortement. Et ce but est alors atteint par d'autres moyens. Là, nous avons seulement des témoignages, évidemment pas d'informations officielles, mais selon ces témoignages, il y a des cas d'injection létale, d'asphyxie, par noyade ou étouffement, d'abandon à l'écart jusqu'à disparition des signes de vie, dans des endroits non chauffés par exemple, l'enfant n'est pas vêtu et on le laisse dans une pièce non chauffée, voire d'évacuation avec les déchets organiques, malgré des signes de vie. Alors on rappelle tout de même que les infanticides sont interdits et pénalement sanctionnés dans tous les pays d'Europe. Le problème, c'est que ces faits demeurent entièrement cachés. Selon une étude qui a été publiée dans The Lancet, 73% des médecins français en néonatologie déclareraient qu'ils ont dans leur carrière administré aux nouveau-nés des produits médicamenteux pour les tuer. Il y aurait 47% des médecins qui feraient la même déclaration aux Pays-Bas et nettement moins dans d'autres pays, 4% en Allemagne, au Royaume-Uni, 2% en Espagne, Suède et Italie. Mais il existe très peu de données sur ces faits qui sont le plus souvent, qui demeurent dans la confidentialité. Alors afin de mieux les connaître, le CLJ a lancé une enquête et interrogé le personnel médical. Et nous allons maintenant vous livrer quelques extraits des témoignages que nous avons reçus. Donc je suis médecin, je travaille en réanimation adulte, j'ai une formation d'anesthésiste réanimateur. Ce jour-là, effectivement, j'étais en charge du BIP de garde de maternité, donc des salles d'accouchement, et bien sûr toujours sous la responsabilité d'un médecin senior, anesthésiste. Et dans le courant de l'après-midi, en début d'après-midi, vient une femme qui est incluse dans un accompagnement pour pouvoir avoir une interruption médicale de grossesse. C'est une femme qui a un enfant,
Le terme est peut-être à peu près 6 mois, je crois, à peu près me souvenir. Et cet enfant a une malformation importante dont je ne me souviens plus exactement la nature. Donc quand cette femme arrive, elle doit bénéficier d'une péridurale. Voilà, je réalise le geste. Plusieurs longues minutes se sont écoulées. Et quand je décidais enfin d'aller vers la salle de naissance, et sort à ce moment-là de la salle de réanimation néonatale le médecin senior d'anesthésie, qui m'explique en fait tout ce qui vient de se passer. La femme avait accouché voix basse, et au moment de sortir, en fait, l'enfant était vivant, alors qu'il aurait dû sortir mort. Et la sage-femme a vraiment été prise d'effroi, et elle a, à ce moment-là, essayé d'étouffer au mieux l'enfant, de poser la main sur sa bouche pour qu'il ne crie pas. Elle est sortie vraiment très rapidement vers la salle de réanimation néonatale. Et c'est là qu'elle m'a appelé, où j'étais dans l'incapacité de répondre à mon téléphone. Elle a alors téléphoné au médecin senior d'anesthésie, et qui est arrivé. Et c'est un peu difficile ce que je vais dire. J'avoue que même après de plusieurs longues années, je reste frappé par ce qui m'a été dit. Cet homme a dû se retrouver devant cet enfant vivant, et il a mis fin au jour de cet enfant par différentes manœuvres. La vie de maternité, en salle de maternité et de naissance, est un peu bousculée, et très rapidement il a fallu gérer d'autres urgences, et notamment une urgence qui est arrivée est une femme, quelques vraiment minutes plus tard, qui est arrivée pour menace d'accouchement prématuré, à un stade aux alentours de 6 mois. Malheureusement, elle a accouché rapidement, et je me souviens d'avoir été présent au moment de la naissance de cet enfant, vraiment grand prématuré, et que nous avons donc réanimé en salle de réanimation néonatale. Je me souviens avoir pris conscience que l'enfant que nous venions de réanimer avait probablement le même terme que celui qui était né quelques heures auparavant, et qui, lui, n'avait pas eu le droit de vivre. La sage-femme qui avait été présente pour ces deux accouchements, eh bien, aller en salle de pause et d'ouvrir une bouteille de champagne. Non pas pour se réjouir, mais pour oublier. Moi, je suis une étudiante sage-femme, j'ai 20 ans, et je voudrais rester dans l'anonymat parce que je voudrais pas me fermer les portes des hôpitaux une fois que j'aurai mon diplôme. Ça s'est passé l'année dernière en salle de naissance. C'est une patiente qui était à 22 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Et elle est arrivée en fait en salle de naissance pour une fausse couche tardive. Donc elle était en train de perdre son bébé. Voilà. Donc on l'a installée dans une salle. Le médecin est arrivé, on a prévenu un petit peu toute l'équipe. Et le moment de l'accouchement arrive. On prévient à ce moment-là la femme, avant que le bébé naisse, que son bébé allait naître mort. Que en fait c'est le fait de naître qui va le tuer entre guillemets. Une fois que la tête sort de la mère, le médecin prend un tissu et entoure en fait la tête du bébé pour pas que le bébé crie, pour pas que ça traumatise les parents. Une fois que le bébé sort entièrement, on sort le placenta, on amène l'enfant dans une salle de réanimation néonatale qui est juste à côté. Et là j'ai la chance d'avoir 15 minutes à peu près avec l'enfant. J'ai pu constater qu'on ne lui a fait aucun soin. On l'a pesé, il pesait 550 grammes, il mesurait environ 27 cm. Il avait des difficultés à respirer, il avait des mouvements qu'on appelle des gaspes, ça montre une souffrance un peu à la respiration. Mais sinon il était parfaitement formé, il n'avait pas de malformation, il avait des ongles, des cheveux, des cils, enfin vraiment comme un enfant à terme, mais vraiment juste plus petit. Au cours de ces 15 minutes, le médecin est revenu dans la salle de réanimation
et m'a demandé si l'enfant avait des mouvements respiratoires. Je lui ai dit oui. Il a alors regardé l'enfant, il a balayé du regard et il a dit bah on va être obligé de faire un geste. Il repart pour s'occuper encore de la maman. Et là je me rends compte qu'effectivement ils vont sûrement faire un geste létal sur l'enfant. 5 minutes après il revient et il prépare la solution létale, donc c'est du chlorure de potassium qu'il injecte dans le cœur. À ce moment-là, moi je demande au médecin s'il n'est pas possible de faire autrement, si on peut pas faire quelque chose d'un peu plus naturel pour l'enfant, pour lui, par respect pour lui. Et il me regarde un peu avec un air un peu blasé, mais qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous préférez qu'il agonise pendant 2 heures sur une table Non, pour lui c'était pas possible. Il n'y avait pas d'alternative. Et donc il a bien fait une seringue létale de Cassiel dans le cœur. On a ensuite montré l'enfant aux parents, une fois qu'il était décédé. Et on a dit aux parents que il était mort vivant. En fait, on leur a pas du tout dit ce que nous avions fait, le geste qu'on avait fait sur lui. Et je trouve que c'est ça qui est quand même le plus choquant, vraiment, c'est pas avoir averti les parents, de leur avoir menti. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des situations où le bébé naît vivant, mais où on ne le dit pas aux parents. Parce que administrativement, c'était super compliqué. Parce qu'on est obligé de le considérer comme un être humain et pas comme un déchet biologique. C'est un peu trash, mais si jamais on déclare qu'il est né vivant alors qu'il n'était pas dans les termes pour être considéré par l'état civil, si on déclare qu'il est né vivant puis mort, on est obligé de le mettre dans un cercueil, de payer une entreprise de pompes funèbres pour l'emmener à l'autopsie, de faire payer tout ça aux parents, etc. Et donc c'est beaucoup plus simple de dire qu'il est né mort, et comme ça, il va avec les déchets anatomiques, ou avec les autres fœtus en l'occurrence, parce qu'en général ils sont plutôt ensemble, pour le transport, et puis après l'autopsie peut avoir lieu si jamais elle a été demandée par les parents, il peut être incinéré, et ça coûte rien par an. C'est un peu une histoire financière aussi. Donc vous, personnellement, vous n'avez jamais vécu d'IMG qui débouche sur un enfant vivant? Non. Est-ce que vous avez des collègues à qui c'est arrivé ou qui vous en ont déjà parlé Alors j'ai des collègues qui m'en ont parlé, effectivement, et qui se sont retrouvés en difficulté avec un bébé qui criait, même parfois. Et du coup, à l'empêcher de crier, parce que c'est quand même hyper embarrassant. Surtout quand les parents n'ont pas été prévenus que le bébé pouvait être vivant. Et qui ont appelé le gynécologue ou le pédiatre ou l'anesthésiste, n'importe quel médecin qui serait d'accord pour faire une injection dans le cordon alors c'est une injection de morphine ou d'anesthésiant pour que le cœur arrête de battre et puis qu'il meure rapidement. Alors j'ai été témoin d'un avortement tardif dans le cadre d'une IMG quand j'étais étudiante. Donc nous avions des gardes obligatoires à faire en salle de naissance et je me suis retrouvée une soirée donc en bloc de naissance avec l'interne de gynécologie obstétrique qui était là, les sages-femmes et puis le médecin senior qui chapeautait l'interne. Et il était question d'une femme qui était en cours de travail dans le cadre d'une IMG vers 5 mois de grossesse que j'ai pu rencontrer moi aussi. Voilà. Elle avait un enfant qui était porteur d'une tétralogie de Fallot, une polypathologie cardiaque lourde, et pour laquelle elle avait choisi une interruption de grossesse. Donc il était 21h ou 22h le soir, l'interne prenait le relais seul la nuit de son senior, et le senior, donc moi j'étais assise à côté de cet interne et du médecin gynécologue,
qui était en train d'expliquer à l'interne comment pratiquer l'interruption de grossesse. Il a été question de l'expulsion du fœtus, hein, pour parler en termes un peu plus crus. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le médecin senior dire à son interne, à ce terme-là, il est possible que l'enfant naisse vivant. Donc si tu vois qu'il respire, tu appuies très fort ici et tu attends qu'il n'y ait plus de mouvement respiratoire. Voilà. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que j'entendais. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit de façon autoritaire « Et toi, tu n'as rien entendu ». Voilà. Donc ça a été ma première expérience qui m'a quand même profondément marquée. Une espèce de naïveté, c'est vrai que je me suis confiée à une sage-femme de ce choc en fait que j'ai vécu, hein. Et elle m'a répondu, elle pratiquait dans une autre région. Elle m'a répondu qu'elle était confrontée à ce genre de choses, c'est-à-dire des infanticides d'enfants nés vivants d'un avortement. Elle m'a expliqué que dans des grossesses qui étaient au-delà du 2e trimestre, il pouvait arriver que l'enfant naisse vivant et qu'on soit obligé de le noyer. Elle m'a expliqué qu'il mettait une bassine d'eau à côté d'eux pour éviter que l'enfant puisse crier. Voilà. Crier et respirer. Et respirer, enfin, voilà, c'est ça. Alors, j'ai malheureusement eu une expérience douloureuse dans les premiers mois de mon internat. Donc là, à l'époque, j'étais interne dans un service de pédiatrie, un autre endroit en France, au cours duquel j'étais de garde une soirée aux urgences pédiatriques. Et ce soir-là, il m'a téléphoné aux urgences pour me demander de le rejoindre en salle de réanimation néonatale qui est conjointe aux salles de naissance. Donc je m'y rends. Là, je retrouve un enfant qui est ventilé par ventilation mécanique, qui est intubé ventilé, pardon. Donc là, je retrouve un nouveau-né intubé ventilé, et le médecin pédiatre ainsi que l'anesthésiste qui est intervenu auprès de la mère pour la péridurale, qui discutent ensemble. Donc le pédiatre me demande de venir observer le nouveau-né et me demande ce que j'en pense. Donc c'est vrai que le nouveau-né présente un morphotype de trisomie 21 avec les yeux en amande, les oreilles bien implantées, le pli palmaire unique aux mains, aux pieds. Voilà. Donc nous discutons de ça tous les deux. Et puis tout de suite arrivent des radiographies du cœur et du poumon, du cœur et du foie de l'enfant, qui montrent une souffrance cardiaque et hépatique majeure, donc qui compromettent la survie de l'enfant à court terme en fait. Voilà. Il faut savoir que pendant ce temps-là, la maman avait accouché de façon normale, par voie basse de son enfant. Elle n'était pas au courant qu'il y avait un souci. Donc l'enfant, donc ça s'est passé dans les minutes qui ont suivi la naissance. L'enfant a été retiré à sa mère d'emblée. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui lui a été expliqué, mais elle n'était pas au courant qu'il y avait danger de mort pour son enfant. Voilà. Donc le médecin pédiatre avec l'anesthésiste regarde les radiographies de thorax et d'abdomen de l'enfant. Ils disent que bon bah voilà, ça confirme la clinique, l'enfant ne va pas survivre. Et le médecin, donc moi je suis confrontée pour la première fois à cette situation. Le médecin pédiatre se tourne vers l'anesthésiste et lui dit « Est-ce qu'il te reste du produit péridural ?»
L'anesthésiste lui répond oui, oui. Elle va chercher la seringue, il la prend, il injecte à l'enfant au niveau du cathéter ombilical qui avait été posé par l'anesthésiste quelques minutes auparavant. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je les vois se tourner l'un vers l'autre et commencer à discuter ensemble de toute autre chose hors professionnel. Et là, je comprends qu'en fait, ils ont décidé d'euthanasier cet enfant sans en prévenir les parents. Et en laissant l'enfant, donc là, ils ont débranché la machine respiratoire à ce moment-là, et ils laissent l'enfant gasper. Ça dure quelques minutes, je sais pas, moi ça m'a paru une éternité, j'étais complètement sidérée, j'avais envie d'hurler, de prendre cet enfant, de l'emmener à sa mère. Voilà, ça m'émeut encore d'en parler. Et voilà, l'enfant est décédé comme ça. Ensuite, une fois que le pédiatre a constaté le décès de l'enfant, il est allé voir les parents pour leur expliquer que l'enfant n'avait pas survécu. Je sais qu'il ne leur a pas dit qu'il avait euthanasié l'enfant. Il est revenu et il a dit « Bon, ça s'est bien passé, ces gens-là étaient musulmans, donc Inch'Allah ». Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Je suis repartie aux urgences parce que j'avais du travail. Il a fallu que je reprenne l'extraction de bouchons de cérumen après avoir vécu ça. Voilà. Après ces témoignages, la question que l'on peut se poser, de savoir si finalement nous pouvons nous habituer au fait de noyer des enfants, de les étouffer, de les piquer pour les faire mourir ou de les laisser mourir seuls dans un coin de salle de réanimation. Est-ce que nous pouvons nous habituer à cette pratique? Est-ce que finalement la vie humaine ne vaut pas grand-chose? Est-ce que nous avons perdu le sens de la valeur de la vie humaine et que nous restons dans le fond indifférents face à ces pratiques? Les témoignages que nous venons de voir montrent que, heureusement, une personne normale, en tout cas, ne peut pas s'habituer à l'infanticide. Ces pratiques causent une réelle souffrance psychologique au sein du personnel médical. Ces 4 témoignages ne sont que des exemples parmi d'autres que nous avons reçus. Cette souffrance du personnel médical doit pouvoir s'exprimer, tout comme celle des parents. La question qui se pose ici est de savoir si c'est à la médecine que reviendrait un rôle de tri sélectif à l'entrée de l'existence. Est-ce le rôle de la médecine que de faire un tri sélectif? La mentalité médicale est gagnée par la maîtrise, par la culture de la maîtrise de la vie, qui devient aussi une culture de tri sélectif, une culture du déchet. Oui, c'est une tendance profonde en l'homme que de vouloir corriger les erreurs et les imperfections de la nature, y compris en supprimant à la naissance les spécimens humains qui nous paraissent défectueux, même s'ils sont parfaitement viables et pourraient avoir une vie heureuse. Tuer un nouveau-né parce qu'il est handicapé, c'est une réaction primaire de rejet face à ce qui nous paraît être une forme inférieure d'humanité, une forme d'inhumanité. Faut-il arriver à la conclusion que finalement tuer, c'est être humain? C'est bien à cette conclusion qu'arrivent les défenseurs de l'infanticide. Tuer un enfant handicapé, ce serait faire preuve d'humanité. En Europe, il arrive que l'on tue des enfants à la naissance parce qu'ils sont handicapés. En Afrique, on les tue lorsqu'ils sont albinos. En Asie et aussi en Europe, on tue souvent aussi les filles pendant la grossesse ou peu après la grossesse. Cette sélection, opérée à l'entrée dans l'existence, dépend de facteurs culturels. Éliminer un enfant handicapé n'est pas une décision médicale, c'est une décision culturelle. Il y a en Europe des pays qui accueillent plus ou moins bien les enfants handicapés.
cela ne dépend pas de leur niveau de développement économique, mais de leur culture. Cela dépend principalement du regard de la société. Certains disent, en particulier aux Pays-Bas, qu'il faudrait pouvoir tuer les nouveau-nés, nés à terme et viables, lorsqu'ils sont porteurs d'un handicap et qu'ils seraient condamnés à souffrir, lorsque leur qualité de vie ne serait pas satisfaisante. Ils visent en particulier les enfants trisomiques et atteints de spina bifida. C'est alors un infanticide eugéniste. Qu'est-ce qui fait la valeur des êtres humains? Est-ce seulement leur intelligence et leur qualité de vie? Mais qui est juge de notre qualité de vie? Ce n'est certainement pas le nouveau-né, mais en fait le médecin. Quant aux parents, ils sont le plus souvent démunis face à la vie médicale. Mais il arrive aussi que ce soit eux qui refusent la perspective d'avoir un enfant défectueux. Lorsque l'on interroge des adultes porteurs de trisomie ou atteints de spina bifida sur leur point de vue, alors leur point de vue est tout à fait différent. Ils n'ont pas une vision aussi négative de leur qualité de vie et ont souvent une réelle joie de vivre. La Fédération internationale des personnes atteintes de spina bifida et concernant l'hydrocéphalie a adopté en 2006 une déclaration sur ce sujet des infanticides. De cette déclaration, il ressort clairement, disent-ils, que tous les enfants atteints de spina bifida et d'hydrocéphalie ont droit à la vie. Ils ont droit à tous les traitements qui pourraient améliorer leur situation. La Fédération déclare également qu'il ne devrait pas être permis de mettre fin activement à la vie des nouveau-nés porteurs de ces maladies ou de ces handicaps. Alors que faire? Il est en fait certainement possible d'améliorer la prise en charge de ces situations pour l'enfant, pour ses parents et pour le personnel médical. Certainement pas sur la base des principes de l'eugénisme. Sur quel principe? Il faut rechercher l'approche la plus humaine. Ne pas tuer l'enfant, mais accompagner l'enfant et ses parents. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer comme critères et comme repères sur les principes fondamentaux du droit. Le principe de l'interdiction de tuer, qui est présent dans les législations nationales et qui doit être rendu effectif et réaffirmé. Le principe de l'égalité de tous les êtres humains, au moins dès la naissance, tel que cela est déclaré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe de la non-discrimination en raison du handicap et en raison des circonstances de la naissance. Et également le respect du droit à l'objection de conscience du personnel médical. Car ce droit à l'objection de conscience est un signal d'alerte morale envoyé à la société. Lorsque une proportion importante du personnel médical objecte en conscience, il faut alors que la société s'interroge sur l'acte lui-même auquel il est objecté. C'est un signal d'alarme. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les grandes conventions internationales protectrices des droits de l'homme et en particulier des droits de l'enfant. Tuer un nourrisson ou le laisser mourir sans assistance est clairement une violation de ces conventions. La Convention relative aux droits de l'enfant, dans cette convention, les États se sont engagés, je cite, à assurer, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement de l'enfant. C'est un engagement conventionnel international des États. Assurer la survie et le développement des enfants. Dans cette convention, les États ont déclaré que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, avant comme après la naissance. Les États se sont aussi engagés à respecter et à garantir les droits des enfants, sans discrimination aucune, notamment liée à la naissance. Ce sont là des critères, des points de repère importants pour fonder l'action des hommes politiques, de la loi sur ce sujet. Tuer les nourrissons ou les laisser mourir sans soin est aussi une violation claire de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier le droit à la vie, l'interdiction des traitements inhumains, l'interdiction des discriminations selon les circonstances de la naissance.
Selon ces principes, tous les enfants prématurés devraient avoir le même droit à la vie et aux soins, sans discrimination, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Concrètement, que faire? En toute hypothèse, la médecine ne doit pas être exercée sans le contrôle de la loi. Le silence qui entoure le sort de ces enfants est propice à tous les abus, et nous venons de le voir. Il est possible de distinguer selon que l'enfant est viable ou n'est pas viable. Lorsque l'enfant n'est pas viable, certes, il ne sert à rien de faire de l'acharnement. Il faut s'assurer que cet enfant reçoit les soins d'humanité, il faut le réchauffer, ne pas le laisser seul, être présent. Soulager sa douleur si possible, c'est la démarche des soins palliatifs. Mais il faut maintenir l'interdiction de tuer activement. Les parents ont le droit de savoir. Il faut cesser de maintenir les parents dans l'ignorance et de leur mentir sur le sort de leur enfant. Il faut leur donner la possibilité d'accompagner leur enfant, même s'il a une courte vie. L'expérience de certains hôpitaux qui ont cette approche d'accompagnement montre que la mort naturelle de l'enfant est beaucoup moins traumatisante à la fois pour les parents et pour l'enfant lui-même lorsque les parents et l'enfant peuvent être ensemble. Quand l'enfant n'est pas viable, telle est donc, je pense, la meilleure approche. En revanche, quand l'enfant est viable, très clairement, il ne faut plus permettre l'infanticide. Et il faut sanctionner les cas d'infanticide néonatal. Plusieurs pays ont fait le choix, en Europe et aux États-Unis, de limiter la possibilité d'avortement au-delà de 22 semaines, c'est-à-dire à partir du seuil de viabilité fixé par l'OMS, et en accord en cela avec la définition de l'interruption volontaire de grossesse déterminée par la Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens. C'est le cas de plusieurs pays européens et aussi de plusieurs États aux États-Unis qui ont décidé donc de ne permettre l'avortement que jusqu'au seuil de viabilité de l'enfant, 22 semaines et 500 grammes. Au-delà, interdiction. Plus généralement, encore, un autre point mérite d'être soulevé ici, dans cette enceinte en particulier, c'est celui du traitement de la souffrance fœtale des enfants après la naissance ou avant la naissance. Je tiens à le signaler ici en particulier, brièvement, parce que le Parlement européen a adopté une résolution relative à la souffrance des animaux. Dans une directive sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cette directive de 2010 reconnaît que les primates, les mammifères primates, peuvent subir et souffrir physiquement, mais aussi psychologiquement, pendant la période fœtale. Et même dès avant le 3e trimestre de la grossesse, le 3e tiers de la grossesse. Donc cette directive européenne reconnaît la souffrance fœtale et donc réglemente les pratiques qui peuvent être faites sur les primates afin de limiter et d'éviter autant que possible la souffrance de ces primates, y compris pendant la période fœtale. Il y a donc une reconnaissance claire en droit européen de la souffrance des primates pendant la période fœtale. Or, cette directive ne s'applique pas aux êtres humains, qui sont aussi des primates, alors même qu'en Europe, certains pays acceptent encore des pratiques, soit d'avortement tardif, soit, comme nous avons vu, d'infanticide particulièrement douloureuses et qui ne seraient pas tolérées, même pour des animaux, au regard des normes fixées par l'Union européenne en ce domaine. Donc en conclusion, beaucoup de choses peuvent être faites sur ce sujet difficile. Il est, je pense, nécessaire d'avoir le courage d'exposer ce sujet publiquement, de s'y confronter. Il est urgent de révéler l'existence de ces pratiques inhumaines avant que nous nous y habituions, afin de les condamner publiquement et d'y mettre un terme. Tous les enfants, au moins ceux déjà qui sont nés vivants, en tant que personnes humaines, sont des sujets de droit. Ils naissent libres et égaux, tous, et devraient bénéficier du droit à la vie et du droit aux soins.
Ne pas les secourir et les laisser mourir sans soin ou les tuer, simplement parce qu'ils ne sont pas désirés et, à proprement parler, inhumains, et cela ne devrait pas être toléré. Je vous remercie.